Bonsoir à toutes et tous, salut à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, salut aussi à ceux qui nous rejoignent encore une fois, merci de votre fidélité, bienvenue sur le talk de France Info, une heure ensemble pour parler d'actu sur Twitch de 18h à 19h en direct depuis le troisième étage de la Maison de la Radio à Paris. Bonsoir à toutes et tous, salut Marité, salut Julot, salut Adadi, il y a des têtes connues, bienvenue. Faites comme chez vous, on est ensemble une heure, un peu plus, un peu moins, pour parler bien sûr d'actu, de ce qui se passe en France, par-delà nos frontières, pour sonder les tréfonds du monde qui ne tourne pas forcément toujours très rond. Une heure pour triturer les sujets qui bourdonnent dans l'actualité de la semaine ou qui résonnent dans le murmure des mois qui passent, comme le temps qui court et puis qui s'envole. Une heure pour poser des questions et dessiner des petits bouts de réponses. Ce soir, on va parler d'une grande baignoire. On va parler de la mer, on va parler des océans. On va parler des vagues, du ressac, des chalutiers qui chalutent, du feu nucléaire tapis sous la mer dans les sous-marins des pays riches. On va parler de ressources, de souveraineté, de pêche. On va parler de marins, de frégates, de carbone, de pollution, de fortune de mer. On va tendre aussi l'oreille pour écouter le cri du monde du silence. On va tendre l'oreille pour faire causer la mer qui nous dit qu'elle a un peu mal et qu'on la maltraite un peu beaucoup parfois. On va regarder à la page de demain. On va essayer de prédire l'avenir parce que l'avenir, il est peut-être avec les océans. Les océans qu'on exploite, les océans sur lesquels on se fait la guerre et les océans qui pourraient devenir notre dernière carte à jouer. On va parler réfugiés climatiques, géostratégie, littoral, droit de la mer. On va parler de grands fonds et de grandes ambitions. Tout ça, c'est plein de sujets qui appellent pas mal de questions. Est-ce qu'il est trop tard pour sauver les océans? À qui ils appartiennent, les océans? Pourquoi, avec le réchauffement climatique, eh bien, ils vont s'imposer comme un enjeu central? Comment le transport maritime structure nos économies? Quelle est leur importance stratégique? Ça fait donc pas mal de questions et je suppose que vous en avez vous aussi plein d'autres. Comme tous les soirs, cette émission, bien, on l'a fait ensemble, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va essayer de répondre à tout le monde. Vous avez le droit aussi de râler dans les limites de la courtoisie et bien sûr de la bienveillance, comme tous les soirs. Vous avez le droit de nous interpeller. Et je dis nous parce que justement, pour parler du sujet qui nous agite ce soir, je vous présente nos deux invités qui nous ont rejoints dans le studio. Maintenant, on les voit. Bonsoir Julia. Julia Taz, vous êtes chercheuse à l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité. Bonsoir. Bonsoir Julia. Et à votre gauche, et donc à ma droite, dans le fauteuil d'à côté, Joachim Claudet. Bonsoir Joachim. Bonsoir. Joachim Claudet, vous êtes chercheur au CNRS et plus particulièrement au Centre de recherche insulaire et l'Observatoire de l'environnement. Vous êtes par ailleurs chargé de mission à l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. C'est à peu près ça? C'est à peu près ça. Bienvenue à tous les deux. Jeudi 8 juin, donc c'était hier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à une plus grande action pour protéger les océans. Emmanuel Macron a annoncé que 2025 serait l'année des océans, parce que, je cite, les océans sont au cœur de notre destin et celui de l'humanité. C'est ce qu'a dit le président de la République jeudi. Il a rappelé aussi que la France accueillerait la conférence des Nations Unies pour les océans à Nice en 2025. Donc, pourquoi c'est un sujet qui arrive maintenant? Alors, je ne sais pas à qui je pose la question. Je À vous, peux Joachim. tenter de commencer, puis Julia. Ça arrive maintenant parce que ça fait un moment en fait que l'océan prend plus en plus de place dans les conférences internationales autour des enjeux de climat et de biodiversité, et parce que des gens s'activent pour que ce soit le cas. En fait, l'océan récupère juste la place qu'il se doit d'avoir et qu'il aurait dû avoir depuis un moment, parce que l'océan, c'est un des moteurs du climat à l'échelle planétaire. Il participe grandement au cycle du carbone, il participe à atténuer le changement climatique, il est source de ce qu'on appelle des biens et des services écosystémiques. On en a besoin pour se nourrir, on en a besoin pour se déplacer, on en a besoin pour la télécommunication avec tous les câbles sous-marins, on en a besoin pour énormément de choses. Et pour se nourrir avec la pêche en particulier et l'aquaculture également. Et en fait, c'est depuis la COP 21, la COP climat, qui avait eu lieu à Paris, donc les accords de Paris, que l'océan, grâce en particulier à la plateforme Océan Climat, qui s'est constituée justement pour ça, que l'océan a été placé dans le préambule des accords de Paris. Et ce qui a été dit, c'est que l'océan jouait un rôle moteur dans la machine climatique. Et depuis, petit à petit, l'océan récupère sa place dans les COP biodiversité, dans les COP climat et dans tous les enjeux politiques planétaires où l'océan a un rôle à jouer. Julia. Pour compléter, parce que c'est vrai que tout ce que Joachim a présenté, vraiment, ça illustre vraiment la manière dont l'océan a pris de l'ampleur au niveau des discussions internationales environnementales. Et en parallèle, l'océan, c'est aussi un des derniers endroits où finalement l'homme n'est pas partout, n'a pas tout cherché à contrôler. Et c'est un des derniers lieux aussi qui est hostile à l'homme. Et donc en termes de géostratégie, puisque c'est ce sur quoi je travaille,
l'océan, ça reste un des lieux que l'on peut encore tenter de conquérir et sur lesquels les États ont encore des visions géostratégiques qui consistent à s'implanter, à territorialiser, c'est-à-dire à essayer de reproduire notre fonctionnement territorial avec des frontières, etc., en mer. Et c'est aussi, et ce qui est intéressant, c'est que les deux sont liés, puisque finalement, il y a une convention du droit de la mer qui a été signée en La convention 1990. de Montego Bay, il me Exactement, semble. parce qu'elle a été signée à Montego Bay en Jamaïque. Et, et en fait, cette convention, elle permet à la fois de définir un cadre dans lequel on opère, que ce soit économiquement ou stratégiquement, militairement, mais c'est aussi un cadre qui permet des discussions sur la protection de l'océan. Et c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de l'océan dernièrement, parce que on s'est intéressé à une mise à jour de ce cadre de Montego Bay pour la protection de la haute mer, et de la biodiversité en haute mer, mais ça on pourra en reparler. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a à la fois énormément de discussions autour des océans dans les cadres qui existaient déjà, et il y a des nouveaux cadres qui sont créés de discussion, que ce soit sur la protection de la biodiversité en haute mer, que ce soit... Qui n'existait pas auparavant. Donc, Oui, exactement. En fait, c'est un ajout à cette convention du droit de la mer qui a été discutée récemment et qui est dans les tuyaux depuis bien plus longtemps. Mais la mention de 2025 par le président, elle fait aussi allusion à la conférence de l'ONU sur l'océan, qui se tient en 2025 à Nice, en France. Et ça, c'est une conférence qui se tient depuis 2017. Donc en fait, non seulement l'océan apparaît de plus en plus dans les discussions internationales qui portent sur le climat, la biodiversité, etc., qui existaient depuis 1990-92, mais on a de nouveaux rendez-vous qui sont spécifiquement dédiés à l'océan. la France possède le deuxième, le deuxième domaine maritime du monde, avec donc plus de 10 millions de kilomètres carrés. Qu'est-ce que ça implique pour nous, Français? Beaucoup de choses, oui. Alors, donc, je ne vais pas parler des enjeux. Ma question est très large. Oui, je vais pas parler des enjeux géostratégiques. Je vais laisser ça à Julia, mais j'aurais tendance à dire ça implique une responsabilité. Parce que l'océan, c'est quand même les 2 tiers de la planète, c'est beaucoup. Et quand on a le deuxième territoire maritime du monde, avec des territoires aussi bien avec des récifs coralliens, dans des zones tempérées, la France est le pays au monde avec le territoire dans le plus grand nombre de bassins océaniques. Donc il y a des enjeux considérables en termes de... Pour ceux qui ne connaissent Oui. rien, c'est quoi un bassin océanique? Alors, en fait, nous, scientifiques, on a tendance à dire qu'il y a un seul océan, parce que et ce qu'on appelle l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et tout, sont pour nous des bassins océaniques. Donc quand je parle des océans, j'ai plutôt tort en réalité. Oui Je et non, plutôt dire l'océan. on a tendance à dire qu'il n'y a qu'un seul océan. Pour comprendre, comme il n'y a qu'une seule planète, il n'y a qu'un seul océan parce qu'ils sont complètement connectés. Il n'y a pas du tout de barrière, ni physique, ni biologique, entre tous ces bassins océaniques. Mais c'est un enjeu sémantique, c'est pas si important que ça. Mais donc la France, à part dans l'océan ou dans le bassin arctique, la France a des territoires dans les ensembles des autres bassins. Donc une responsabilité importante, et surtout quand il y a des enjeux, par exemple dans la COP biodiversité. Et la dernière a eu lieu en décembre de l'année dernière. Il y a eu parmi les cibles qui ont été sur lesquelles les États membres de cette COP, les États parties de cette COP se sont mis d'accord, de protéger 30% des océans à l'horizon 2030. Et donc pour la France, ça représente un enjeu important vu l'étendue de ces territoires océaniques. Et cette étendue de territoire océanique, elle est aussi un défi en termes de gestion, puisque donc d'une part, la France a la deuxième surface maritime au monde, et souvent on dit parfois en fait on confond entre la première et la deuxième. La première, je pense que c'est parce que c'est le plateau continental, c'est-à-dire que pour un peu rendre les choses plus simples, on a divisé la manière dont on gère juridiquement les espaces maritimes entre l'eau, donc ce qu'on appelle la colonne d'eau, c'est-à-dire entre la surface et le fond, et puis le fond. Donc on a, pour simplifier, le plus grand fond marin qui dépend de notre souveraineté et qui est sous notre juridiction un peu plus loin. Et puis, on a le deuxième espace maritime, donc la colonne d'eau, sachant qu'en fait, on n'est pas très loin des premiers, les États-Unis, et que par contre, ensuite, il y a un écart assez important entre les deux premiers et les autres pays. Donc finalement, il y a 2 pays dans le monde qui doivent gérer des espaces maritimes importants, c'est les États-Unis et la France. Or, les États-Unis, il y a quand même une partie assez substantielle de leur territoire maritime qui se trouve autour de leurs côtes
j'allais dire métropolitaines, mais je ne sais pas s'ils utilisent ce mot-là. Et ensuite, ils ont des îles voilà, sous leur juridiction ou sous leur souveraineté. La France, on a, je crois que c'est 3% seulement de la zone économique exclusive française qui est autour de la métropole, et tout le reste se situe dans le Pacifique, dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique. Autour de petites îles. Autour d'îles. Et donc, Pas autour d'îles, oui. qui est Pas que paradoxal. pas que de petites îles, c'est vrai. Oui, il y a des, ça peut être aussi au large de la Guyane, par exemple. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a une grande partie des forces de sécurité, que ce soit la marine, la gendarmerie, etc., qui sont plutôt au niveau de la métropole, et une partie moindre qui sont dispersées dans ces territoires-là. Et pour surveiller, mais surtout pour contrôler ce qui se passe dans un méritoire aussi important, il faut des moyens, et c'est là où on a un enjeu, parce qu'en fait, on doit surveiller, contrôler, protéger ces espaces maritimes, et on n'a pas forcément aligné ni les instruments de gouvernance en face, ni les instruments de sécurité. Emmanuel Macron a parlé d'efforts d'exploration, de renforcement de nos connaissances scientifiques, avec des drones d'exploration notamment. Il y a quoi derrière tout ça? Il y a les fonds marins, on peut commencer par ça. Mais allons-y, oui. Je vais vous Commençons poser par après, les fonds marins. on peut aborder ce thème-là, bien sûr. C'est aussi, je pense, ce qui était entendu derrière cet effort d'exploration. Parce qu'on a encore énormément de choses à découvrir dans l'océan, et c'est ça qui rend le domaine aussi incroyablement passionnant. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez travailler dans un domaine qui vous permet de découvrir des choses chaque jour, travailler sur les espaces maritimes, c'est vraiment incroyable pour ça, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas, ne serait-ce que les espèces biologiques, donc la diversité biologique qu'on ne connaît pas. On cartographie encore le fond de la mer, puisque alors il y a une expression qui est assez souvent utilisée qui dit qu'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond des mers. Alors on progresse, je crois qu'il n'y a pas longtemps on a passé la barre des quasiment 25% des fonds des mers qui sont cartographiés, et pour resituer un peu, je crois qu'en 2012 on était autour de 5%, donc en fait on a fait un bond, et on vise 80% d'ici 2030. Et donc pourquoi Emmanuel Macron a dit ou a mentionné cette idée d'exploration et de meilleure connaissance, c'est parce que en ce moment, et je pense que Joachim en dira quelques mots ensuite, mais il y a des discussions au sein de l'autorité internationale des fonds marins, qui est donc une autorité dépendante des Nations Unies, dont le mandat est la gestion des fonds marins. Donc je parlais tout à l'heure de la division entre l'espace... Qui ne relève pas de la souveraineté des États, c'est ça? C'est cet espace... Alors oui, donc déjà il y a l'espace océanique étant en 3D. Vous pouvez peut-être expliquer d'ailleurs, Ouais. en termes de distance par exemple, où l'État est souverain, où il ne l'est plus. Je vais faire une introduction au droit de la mer en 2 secondes. Donc c'est la Convention de Montego Bay, c'est ça, c'est qui a ça. fixé ça? Exactement. Donc pour parler de la division, pour revenir sur la division verticale de l'océan, donc il y a la surface, les eaux, la colonne d'eau, ce qu'on appelle la colonne d'eau, et le fond. Donc c'est la distance qui sépare le fond et la surface, ce que vous appelez la colonne d'eau. C'est exactement ça. C'est là où il y a toute l'eau, en fait. D'ailleurs, au passage, il y a une toute petite partie de cette colonne d'eau où il y a de la lumière. Et tout le reste, peu à peu, s'assombrit. Et pour donner une idée de la profondeur des océans, on estime, je crois que la moyenne de la profondeur de l'océan, l'océan mondial, c'est 4000 mètres. Et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, par exemple, ils évoluent autour de 600, 700, allez, 800 mètres. Et si on est... il y a certaines technologies qui peuvent permettre d'aller à 1000 mètres. Il y a par exemple des drones, etc. Mais donc on est très, très, très loin de pouvoir se balader un peu partout. Et ça demande énormément d'investissement. C'est pour ça que Emmanuel Macron parlait de drones. C'est que pour aller en profondeur, il faut investir, parce qu'aujourd'hui, on en est assez peu capable. Ça demande des technologies qui sont coûteuses. Donc pour revenir au droit de la mer, division verticale, on part de la surface lumineuse, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, on arrive sur le sous-sol et le sol marin, et en fait on a divisé la gestion. Donc il y a une partie donc cette partie colonne d'eau, etc., qui dépend d'une partie du droit, et l'autre partie du droit qui s'applique spécifiquement au fond. Et le fond qui est hors de la gestion des États, ça s'appelle la zone avec un grand Z. Et c'est l'autorité internationale des fonds marins qui est en charge de la gestion de cette zone avec un grand Z. Donc pour résumer, ça veut dire qu'il y a une agence ou une autorité qui dépend de l'ONU qui a pour charge la gestion durable, juste, j'essaie de me souvenir de tous les termes, en tout cas qui permet un partage équitable de cette zone.
Et de ces ressources, j'imagine, je pense à des Oui, forages. alors je ne sais pas ce que tu... Voilà, je ne veux pas tout dire et du coup, je te laisse parler du patrimoine mondial, etc. Oui, alors je vais me permettre de compléter un petit peu tout ce que tu dis, c'est-à-dire que donc ce qu'il y a les eaux qui appartiennent aux juridictions nationales, ce qu'on appelle les ZEE, zones économiques exclusives, et c'est à peu près jusqu'à 200 000, donc c'est en gros 380 km, c'est variable, des côtes. Donc vous avez le droit d'y pénétrer, y compris des navires militaires, je pense. Alors oui, il y a certaines règles selon que ce soit un navire militaire, un navire de commerce, ce qu'on peut y faire ou non, la pêche ou non, etc. Et après, c'est ce qu'on appelle les eaux au-delà de la juridiction nationale. Et c'est là où il y a aussi cette division dont parlait Julia, la division verticale. Et c'est la moitié de la planète. La haute mer, c'est la moitié de la planète. C'est ce qu'on appelle communément la haute mer. C'est considérable. Et une des plus grandes menace en tant que scientifique, nous, qu'on trouve dans cette haute mer, c'est la fragmentation de la gouvernance, justement. Ce que dont parlait Julia, où il y a le droit est différent selon qu'on s'intéresse au sol, et dans la colonne d'eau, selon qu'on va s'intéresser à la pêche, c'est avec ce qu'on appelle les organisations régionales de gestion des pêches, qui sont sous l'égide de la FAO, qui est des Nations Unies. Si c'est pour l'exploitation de la biodiversité, pour des raisons autres que pour pêcher, c'est donc le nouveau traité sur la haute mer qui vient d'être conclu. Si c'est pour le trafic maritime, c'est encore un autre organe des Nations Unies. Et donc, il est très difficile de gérer de manière holistique, de manière globale, multisectorielle, l'océan, alors que dans le préambule de la Convention de Montego Bay, il y a justement écrit que l'océan est interconnecté et qu'il ne ferait sens de le gérer de manière découpée. Alors que c'est exactement ce qu'a fait la Convention de Montego Bay, c'est découper l'océan par petits bouts, par secteurs, etc. Et donc, pour revenir maintenant au-delà de au-delà du côté complexe, ça pose pas de problème. Si, parce que, par exemple, maintenant, et ce qui était impossible de faire jusqu'à la conclusion du traité sur la haute mer, qui vient d'être conclu là en février dernier, qui va être signé là en juin et ratifié ensuite par les différents États. Une fois que cette nouvelle COP, cette COP de la haute mer pourra être mise en place, elle pourra établir des aires marines protégées en haute mer. Avant, c'était juste impossible juridiquement, il n'y avait pas de mécanisme législatif qui permettait ça. Une aire marine protégée, c'est une zone délimitée en mer où on va pouvoir réguler les activités humaines pour qu'il y ait moins d'impact sur la biodiversité. Mais donc ces aires marines protégées qui vont peut-être pouvoir exister dans le futur grâce à ce nouveau traité sur la haute mer, elles ne pourront pas réglementer la pêche, puisque la pêche, c'est à réglementer dans un autre organe des Nations Unies. Elles ne pourront pas réglementer l'exploitation minière des grands fonds, dont je vais tenter de vous parler juste après, parce que c'est à l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins. Et donc, il faut que les États qui sont membres de tous ces organes des Nations Unies se mettent d'accord pour jouer le jeu, et s'ils vont faire une aire marine protégée en haute mer, qui ensuite négocie dans les autres arènes de négociation pour qu'il y ait des réglementations qui soient contraignantes au sein de ces autres organes. Donc ça complique beaucoup les choses, et certains pays peuvent jouer le jeu en disant oui, regardez, on va faire des aires marines protégées, et ensuite tout faire pour qu'on puisse continuer, et business as usual à l'intérieur, comme c'est le cas dans énormément d'aires marines protégées dans les eaux nationales de la plupart des pays. Donc se mettre d'accord à plusieurs pour faire mieux que ce qu'on ne fait pas tout seul, c'est compliqué. Alors, je vous coupe parce qu'il y a Horacio qui nous dit oui, je me rappelle de pas mal d'abus dans les eaux internationales, par la Chine entre autres, avec des quotas imposés mais qui ne sont pas respectés. C'est ce dont vous voulez parler, Joachim, ou c'est tout à fait autre chose? Je voulais parler d'autre chose, mais ça c'est vrai, et il n'y a pas que... Alors, on parle souvent de la Chine qui est en train de piller l'océan, etc. C'est vrai, mais il n'y a pas que la Chine, et les États membres de l'Union européenne sont les premiers à s'opposer aux recommandations des scientifiques pour les quotas et à ne pas les respecter. Oui, la Chine pêche énormément dans les eaux africaines et appauvrit les eaux d'Afrique, mais oui, l'Europe a aussi pêché énormément en Afrique de l'Ouest, et oui, l'Europe et la France et l'Espagne sont en train de pêcher du thon en utilisant des engins extrêmement impactants, ça s'appelle des dispositifs concentrateurs de poissons, qui sont des choses qu'on balance en mer, ça attire les poissons et ensuite ils sont pêchés comme ça une fois qu'ils ont été attirés, et la France et l'Espagne utilisent ces techniques dans l'océan Indien. C'est juste que la Chine, ils sont plus nombreux
et donc pour se nourrir, eh ben, ils doivent pêcher plus, mais ça se voit plus. Ça se voit plus, voilà. Et donc sinon peut-être pour revenir, parce que je pense que ça peut intéresser alors je sais pas comment on dit, les auditeurs, les internautes, les internautes, nos amis qui nous regardent. Donc il se trouve que dans les grands fonds marins, donc ce qu'on appelle les grands fonds marins, c'est le fond de l'océan. On a découvert qu'il y a des minerais, des gisements de minerais, et c'est des minerais où il peut y avoir du nickel, du cobalt, un peu d'or, et c'est des minerais qu'on peut utiliser pour mettre dans des batteries ou dans les téléphones portables, etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un potentiel de croissance. Or les technologies avancent si vite que très probablement le temps que tout ça se mette en place, il n'y aura plus besoin de ces minerais, on aura déjà d'autres batteries. C'est un premier élément. Et le deuxième, on est peut-être pour la première fois, alors j'espère pas dire de bêtises, mais je pense vraiment pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est en passe de pouvoir réaliser quelque chose d'important, c'est-à-dire de ne pas commencer une nouvelle activité avant qu'elle ait un impact sur l'environnement, maintenant qu'on sait de quelle manière on peut impacter l'environnement. Parce que toutes ces conventions dont on parle, climat, biodiversité, etc., quel est leur but? Leur but est de minimiser l'impact des activités qui ont déjà eu lieu pour tenter que la nature récupère un peu son pouvoir de régulation du climat, de production de biomasse, de nourriture dans l'océan pour pouvoir pêcher, etc. Donc on n'est plus sur des aspects de récupération et de restauration. Là, on est en passe, on a devant nous l'opportunité, je pense importante à l'échelle de l'homme, de se dire stop. On ne va pas commencer une activité qui ne peut pas être faite de manière durable, puisque c'est exploiter des ressources minérales qui ont mis des milliers et des milliers d'années, si ce n'est des millions, à se développer. Donc ça ne peut pas être fait de manière durable à l'échelle de l'homme. Donc c'est une activité nécessairement impactante. Et comme le disait Julia, chaque fois qu'on va faire des plongées dans les grands fonds, on découvre des nouvelles choses, des nouvelles espèces. Et il se trouve que dans les grands fonds marins, il y a ce qu'on appelle beaucoup de diversité. Il y a peu d'espèces. Donc quand on va sous l'eau, on voit bien évidemment moins de choses que quand on va dans les récifs coralliens. Mais il y a une diversité très grande avec ce qu'on dit peu de redondance. Donc chaque espèce joue un rôle potentiel important. Et on ne connaît pas encore bien le rôle des espèces dans l'écosystème. Qu'est-ce que c'est exactement la redondance? C'est qu'il y a peu d'espèces différentes qui jouent le même rôle. Donc si on impacte une espèce, ce rôle dans l'écosystème disparaît, et donc potentiellement tout l'écosystème s'écroule, parce que ce sont justement des écosystèmes très fragiles. Parce que si on perd quelque chose, et ben ce lien est perdu, et donc toute la chaîne trophique ou les relations entre les espèces se cassent la gueule. Excusez-moi de parler comme ça, mais s'effondrent. Et donc on a extrêmement peu de connaissances, et donc on peut se dire bon c'est pas grave, on va abîmer un écosystème profond, tant pis, il faut mieux aller exploiter les minerais. Mais en même temps, une autre chose qu'on connaît pas du tout, c'est le rôle que jouent ces écosystèmes à l'échelle de l'océan. On ne sait pas le rôle qu'ils jouent dans la régulation du climat. On ne sait pas le rôle qu'ils jouent dans l'interconnectivité de ces écosystèmes sur tout le plancher océanique. Et donc, on ne peut même pas encore mesurer scientifiquement l'étendue des impacts qu'il y aura à aller exploiter ces écosystèmes pour exploiter des minerais. Et donc, il y a ces négociations en cours en ce moment, et il y a certains pays qui s'opposent à l'exploitation et d'autres qui sont absolument pour. Et il s'avérerait qu'en juillet, il va peut-être se décider que l'exploitation minière s'ouvre. Peut-être pour revenir sur ce qui a été utilisé par... donc le mot qui a été utilisé par Emmanuel Macron hier, c'était exploration. Et le mot qu'a utilisé Joachim tout de suite, c'est exploitation. Et en fait, ça paraît proche, mais c'est vraiment le cœur des négociations. Exploration, ça veut dire qu'on va aller... On va affréter des drones, etc., pour aller voir ce qui se passe dans le fond marin, mais sans y toucher. Le but, c'est de ne pas l'exploiter économiquement. Et évidemment, quand il y a de l'exploitation, c'est de l'exploitation économique. Et peut-être, moi, d'un point de vue... donc, je ne suis pas du tout biologiste, mais les fonds marins, il y a des espèces incroyables. Et ça peut aussi donner envie aux internautes d'aller voir. Mais allez voir la biodiversité des fonds marins si vous trouvez donc, des abysses, etc., etc. C'est aussi ça qui rend cette exploitation encore plus difficile à accepter, parce qu'on risque, d'une part, de détruire des espèces qu'on ne connaît pas encore, ce qui est quand même, je pense, quelque chose d'assez haut sur ce qu'est capable de faire l'homme en termes d'ingratitude. Voilà, en termes de destruction d'écosystèmes, c'est-à-dire qu'on ne commence qu'à comprendre comment ça fonctionne et aussitôt on va aller le détruire. Et d'autre part, il y a des espèces qui sont
incroyables parce qu'elles ont dû se développer dans des conditions extrêmes avec des Très haute pressions pression, voilà, sans sans lumière. lumière, parfois avec des matières organiques très difficiles à trouver, parfois à côté dans des conditions très acides ou avec beaucoup de soufre. Et donc, on parle beaucoup souvent, quand on pense abysse, on pense à ces méduses bioluminescentes ou des choses comme ça, mais il y a des choses vraiment extraordinaires. Alors, je dis ça sous le contrôle de Joachim, mais je crois qu'il y a des escargots qui ont une partie de leur coquille en fer. Donc, voilà, si vous commencez à mettre le doigt dans l'engrenage, d'aller regarder tout ce qui existe dans les fonds marins, il y a vraiment des espèces, on ne pourrait pas imaginer que ça existe sur Terre, et pourtant, c'est là, c'est juste très loin de nous, et on ne peut pas, pour moi, aller les détruire avant de les étudier. Il y a Horacio qui nous dit on pourrait passer à côté d'énormément de savoir pour la médecine, la technologie. Salut Horacio, merci pour ta Justement, question. si je peux rebondir là-dessus, c'est ça que je veux dire, mais et c'est complètement vrai. C'est-à-dire, non, sans prendre parti là maintenant sur croissance ou décroissance, de ne pas aller exploiter les fonds marins pour leurs minerais, ça ne veut pas dire de la décroissance, parce que justement, il y a un énorme potentiel de découverte de molécules au sein de ces espèces ou de biomimétisme, donc de répéter une manière qu'ils ont de faire des armures ou de faire de la bioluminescence. Et donc, il y a un potentiel de développement économique très grand, considérable, et qui ne serait pas impactant. Parce qu'une fois qu'on a découvert une espèce, un individu d'une espèce et qu'on peut reproduire la molécule, par exemple, en laboratoire, on n'a pas besoin d'aller la collecter. Et ce qu'on appelle, par exemple, quand on va découvrir des molécules, des nouvelles molécules dans l'océan, et qu'on les étudie pour la médecine, pour la pharmacopée, ou voire pour les cosmétiques, ce qu'on appelle le taux de conversion, donc c'est le pourcentage de molécules qui finissent en médicaments par rapport à celles qu'on va étudier, il est bien plus important en mer. Pour l'instant, il y en a moins de molécules issues de l'océan que du terrestre dans les médicaments, mais le potentiel est considérable parce que le taux de conversion est beaucoup plus grand. Donc, c'est pas juste pour protéger la nature, qui est une valeur en soi, hein, de ne pas aller exploiter les fonds marins, c'est aussi pour permettre des progrès en médecine et autres. Il y a le CNRS qui a lancé au début du mois sa campagne Apéro. En voilà un joli nom. Apéro, donc, c'est une mission pour mieux comprendre comment les océans stockent le CO2, donc avec 120 scientifiques, dont 65 Français, qui ont embarqué donc sur un navire, il me semble, sur un bateau, hein, en direction du sud de l'Irlande, qui vont faire des prélèvements jusqu'à 1000 mètres de profondeur. C'est des prélèvements pour quoi faire Alors cette campagne, elle est pour comprendre... C'est pas la première campagne, il me semble. Non, c'est une suite de plusieurs campagnes. Et là, sur Apéro, il y a même plusieurs navires qui sont affrétés. Et c'est pour comprendre ce qu'on appelle la pompe biologique. Et en fait, la pompe biologique, c'est pour comprendre la part de l'océan dans le cycle du carbone et comment le CO2 atmosphérique, donc qui, comme vous le savez, participe à l'effet de serre, comment le CO2 de l'atmosphère est capté dans l'océan et ce carbone est reminéralisé et ensuite stocké dans les sédiments. Et donc ça permet d'extraire le carbone de l'atmosphère et de le minéraliser pour des millions et des millions d'années dans le sédiment, et donc de participer à l'atténuation du changement climatique. Et pour le faire, en fait, c'est des organismes vivants qui le font, c'est-à-dire qu'il y a d'abord tout le plancton. Le plancton, c'est des organismes végétaux qui vivent dans l'océan et donc et qui font de la photosynthèse. Donc comme les arbres, ils vont capter le carbone et produire de l'oxygène. Et ensuite, ce plancton, il est mangé par des animaux qui sont juste un peu plus gros, et ainsi de suite. Un plus gros le mange, etc. Et si ces poissons, ou ça finit un moment dans des poissons, et s'ils ne sont pas pêchés, ils meurent, et puis aussi, ils ont des excréments tout au long de leur vie. Et c'est comme ça qu'ils envoient ce carbone qui vient de l'atmosphère, qui est rentré dans le cycle biologique par la photosynthèse, et il est ensuite reminéralisé dans les fonds des océans. Et c'est pour mieux comprendre ces mécanismes-là qu'il y a cette campagne. Les océans viennent de connaître leur mois de mai le plus chaud jamais enregistré. C'est ce qu'indique le service européen Copernicus. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Je pose la question plutôt à vous, Julien. Alors peut-être pour revenir sur cette absorption du dioxyde de carbone par l'océan. L'océan, il a un rôle clé dans la régulation du climat parce qu'il va à la fois donc absorber du dioxyde de carbone, une part substantielle, je pense que c'est à peu près 30% du dioxyde de carbone que l'on a émis et donc qui participe au changement climatique, enfin qui est à l'origine du changement climatique, que l'océan a absorbé, et 90% de la chaleur. Ça veut dire que 90% de la chaleur excédentaire que nous, on a émis en tant qu'humains et qui ne devrait pas être là,
et qui participe à l'émergence du changement climatique, a été déjà absorbé par l'océan. Ce qui veut dire que l'océan a un effet tampon. C'est-à-dire que s'il n'existait pas, on serait à une température, j'ose à peine imaginer. On ne parlerait pas de +2, +4, on parlerait de bien plus. Et donc, l'océan absorbe la chaleur, les eaux de surface absorbent la chaleur, et puis tout le reste ensuite de la colonne d'eau donc, absorbe peu à peu la chaleur. Et le fait qu'ils connaissent leur mois le plus chaud, c'est pas illogique, puisqu'on a plein d'observations qui vont dans la direction assez pessimiste du fait que l'atmosphère et les continents et l'océan se réchauffent. Euh, et on va suivre ça avec attention. Et ce qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, l'océan, il redistribue la chaleur et la fraîcheur au niveau du globe. Donc, au niveau des tropiques, il y a énormément de chaleur qui s'accumule. Et par les grands courants marins, l'océan va redistribuer cette chaleur-là le long des côtes américaines, puis le long des côtes européennes, par exemple, pour le Gulf Stream. Mais voilà, de manière vraiment globale. Et à contrario, pouvoir apporter la fraîcheur des pôles vers les tropiques. Et là aussi, si on perturbe cette circulation, ça peut précipiter certaines conséquences du changement climatique. D'un point de vue géostratégique, puisque c'est votre D'un point de vue spécialité. géostratégique, ça veut donc l'effet que ce réchauffement des eaux va avoir, d'une part, c'est que certaines espèces ne vont plus pouvoir vivre là où elles vivaient. Donc elles vont migrer ou elles vont mourir, mais elles vont, je l'espère, principalement migrer. Ça dépend des... Là, je vais laisser Joachim m'expliquer, mais il y a des niches écologiques, etc. Et donc, d'un point de vue géostratégique, ça veut dire que si les poissons changent d'endroit et si les espèces que l'on pêche, les espèces commerciales, changent de lieu de vie, les pêcheurs vont les suivre. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent les suivre? Alors, si c'est dans les eaux internationales, oui. Mais si c'est dans des eaux soit sous juridiction, soit sous souveraineté, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a observé dans énormément d'endroits autour du monde. Donc, ça s'observe au large du Pérou et du Chili, ça s'observe au large des côtes européennes. Certaines espèces que les pêcheurs de chaque pays avaient l'habitude de pêcher, migrent vers les pôles, vers des eaux plus fraîches. Et donc, il faut s'arranger avec les pays voisins pour pêcher, avoir des quotas de pêche dont on parlait tout à l'heure, qui augmentent parce que, en fait, chaque pays a une culture différente en termes alimentaires. Donc, en France, on va consommer historiquement certaines espèces. En Espagne, au Portugal, ça va être autre chose. Par exemple, en Espagne et au Portugal, on consomme beaucoup de poulpes. Beaucoup de calamars. C'est peut-être un peu moins le cas dans le nord de la France. Et en fait, qu'est-ce qui se passe si le calamar et les poulpes migrent vers les eaux françaises? Ça, c'est un premier... En vrai, c'est une très grande question géostratégique parce que la régulation de l'activité de pêche, c'est une des activités très importantes des affaires maritimes dans beaucoup de pays. Et donc, la question de savoir comment on s'arrange avec les pays voisins, quels sont les accords de pêche, etc., c'est une question importante. Et puis, de manière D'autant un peu qu'à son plus... paroxysme, en fait, en réalité, c'est la guerre. Enfin... C'est la guerre. Bon, ça est arrivé, hein, je crois qu'il y a eu des guerres autour du maquereau dans l'Atlantique Nord. Donc, c'est déjà arrivé qu'on fasse la guerre autour de ressources biologiques comme le poisson. Et ensuite, le réchauffement des eaux, il va avoir un deuxième impact, c'est celui de favoriser la génération ou l'émergence de cyclones, en tout cas de tempêtes tropicales qui vont prendre en intensité. Et ça, c'est un gros problème en termes humains, de sécurité humaine, parce qu'avec la multiplication et la hausse de l'intensité de ces cyclones ou de ces ouragans ou de ces typhons, on va devoir adapter les populations, les infrastructures, etc. Et puis, dernier, alors là, c'est vraiment pour ceux que ça passionne, mais un de mes terrains de recherche, c'est les liens entre climat et défense. Et donc, pour ceux que ça intéresse, sachez que le réchauffement, la salinisation des eaux a aussi un impact sur énormément d'instruments qui sont utilisés par les forces de sécurité, par la marine, on peut en parler, etc. hein, c'est intéressant. Par exemple, ça va changer l'acoustique. Ça va changer... en fait, il va falloir reparamétrer une partie des équipements militaires dans les sous-marins, par exemple. Voilà, d'observation, etc. Ce qui, quand on comprend la précision avec laquelle ça a été paramétré, peut demander beaucoup d'efforts. Donc tout ça, la bonne nouvelle, c'est que les forces de sécurité en sont conscientes, donc ils le font. Mais c'est vrai que ça avait été, je pense, assez peu anticipé. Parce que le changement climatique, les effets du changement climatique sont en avance par rapport à ce qu'on avait pu envisager, et parce que en fait tous ces impacts du changement climatique sur l'océan, ils se révèlent être très prégnants aujourd'hui, et que les marines, les gardes-côtes,
les gendarmeries, etc., doivent adapter leurs sonars, doivent adapter leurs outils de navigation, de détection, au contraire, le fait de se rendre indétectable, de communication. Et tout ça, ça peut paraître anecdotique, mais c'est central dans l'exercice. Donc, ça a un impact énorme. Si je peux compléter une chose par rapport à la pêche, quand tu disais que les pêcheurs ils vont avoir des problèmes juridiques pour pouvoir suivre le poisson, c'est vrai, mais il y a aussi des problèmes de capacité. Et que tous les pêcheurs ne peuvent pas suivre les poissons loin ou en haute mer, comme tu vois un exemple, parce que c'est que la pêche industrielle qui peut faire ça. Et ce qui est la plus impactante, et la pêche la plus raisonnable, la plus durable, c'est la petite pêche côtière. C'est elle qui va avoir le plus de mal et être le plus impactée. Et l'autre problème qui est lié, c'est que ceux qui sont le plus impactés pour l'instant des effets du changement climatique et en particulier du réchauffement de l'eau et des migrations de poissons, c'est toute la ceinture intertropicale. Et c'est là où le poisson est une source de protéines essentielle, c'est là où le poisson est une source de nutriments essentiels, et c'est là où la pêche fait vivre des communautés entières. C'est important pour l'économie, c'est important pour la culture, c'est important pour l'identité de pêcher, et c'est des gens qui sont complètement exposés à des changements de pratiques, et donc ça peut être source de désordres sociaux considérables s'ils ne peuvent plus vivre de leur pêche. Et donc il y a des réels problèmes liés à ça par rapport au changement climatique. On l'a vu avec le sabotage des gazoducs Nord Stream en mer Baltique. La mer, c'est aussi un espace où les souverainetés s'affrontent, où on se fait la guerre. On l'a fait différemment qu'autrefois sur les océans. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les nouveaux enjeux? Alors le premier point qui est toujours en train de changer et qui a beaucoup changé, c'est ce dont on parlait tout à l'heure quand on évoquait les fonds marins, c'est la technologie. En fait, aujourd'hui, on a très souvent, donc historiquement, on a toujours, je dirais qu'on s'est toujours battu en mer, peut-être pas, mais en tout cas, ça fait très longtemps qu'on se bat en mer. On s'est d'abord battu donc à la voile sur la surface de l'eau, puis plus la technologie avançait. Ce qui est intéressant, c'est s'il y a des gens que ça intéresse, c'est vraiment l'évolution du combat naval, qui en fait dépend beaucoup de la portée de Des nos armes, canons. des canons notamment. Et d'ailleurs, je suis pas juriste, donc j'ai pas fait de recherche sur le sujet, mais il y a beaucoup de documents qui affirment qu'une partie du droit de la mer s'est construit sur la portée des canons de la côte. Voilà. Donc en fait, tant qu'on était hors de la portée des canons qui étaient sur la côte, on pouvait un peu faire ce qu'on voulait. Et puis à partir du moment où on pouvait nous tirer dessus, il fallait qu'on se range à ce que l'État côtier nous disait. Donc l'évolution du combat naval, il tient beaucoup à la technologie. Et aujourd'hui, on est capable d'aller sous l'eau. On est capable donc de faire la guerre sur la mer, au-dessus de la mer, avec à la fois les avions mais aussi les satellites, parce que en fait, on oublie très souvent qu'aujourd'hui, le combat naval, il passe par toute une dimension verticale, du sous-marin au drone, en passant par ce qu'ils appellent un bâtiment de surface, donc ce que la marine appelle un bâtiment de surface, c'est-à-dire les bateaux, jusqu'aux satellites et puis aux avions et aux hélicoptères. Et ce qui change énormément aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'investissements dans ces technologies-là et dans cette course à l'armement. Il y a des investissements qui sont massifs du côté chinois, alors on en parle très souvent, mais parce que c'est une première et que ça c'est très frappant. En fait, dans les années 90 et puis jusqu'à assez récemment, la sécurité était vue comme quelque chose de moins important que la sécurité économique, par exemple. On imaginait que grâce à la mondialisation, on allait pouvoir atteindre une paix mondiale parce qu'on était interdépendants, etc. Il s'avère que non. Il s'avère que non, mais il y a une petite parenthèse dorée où on pouvait imaginer que voilà, on avait réglé le sujet de la conflictualité et que finalement, les grandes guerres internationales, c'était fini. On allait avoir des petites guerres ici et là. Et pour des petites guerres ici et là, le combat naval, c'est du combat côtier, c'est du combat relativement rapproché. Ça permet de se projeter sur Terre. Quand on parle de conflit international, là, voilà, entre deux grandes puissances, ça prend une toute autre ampleur. Et le dernier point, c'est quand même la dissuasion nucléaire, qui est donc l'incontournable du combat naval aujourd'hui. Donc la dissuasion nucléaire, c'est le fait que quand on a un sous-marin équipé de missiles avec des têtes nucléaires, on est capable, et qui est indétectable, parce que le grand principe, c'est qu'on ne sait pas où il est, on est capable de frapper son ennemi à tout moment. Donc, si l'ennemi est touché, n'importe où, le missile peut venir de n'importe où, et il est décorrélé des capacités de frappe sur Terre. Donc la dissuasion nucléaire, c'est un grand principe parce que ça permet de dissuader, c'est-à-dire
ne m'attaquez pas, parce que si vous attaquez, vous ne savez pas d'où la prochaine frappe viendra, et elle sera, puisque c'est du nucléaire, elle sera très destructrice. Et c'est pour ça que le combat naval, il a vraiment, en fait, l'océan en tant que lieu d'affrontement, il a jamais cessé d'exister. Et c'est, je dirais, encore pire maintenant, parce que on a non seulement décidé que, ou en tout cas, la situation est que, avec le transport maritime, je dirais que si je voulais faire une analogie, le transport maritime, c'est ce qui transporte vraiment, ce qui construit le monde, ce qui alimente le monde. Donc ça peut être l'artère ou les veines du monde. Tout est transporté par la mer. Il y a, entre les chiffres varient en fonction des estimations, mais c'est 80% du volume des marchandises qui sont passées. C'était ma question d'après, Julia. Elles sont- Avec 90% des échanges qui Voilà, passent par ça la varie. mer. Ça varie. En fait, on estime que 90% du volume des marchandises a fait un petit bout de son chemin par la mer. En général, un grand bout. Mais il est au moins passé, ou elle est au moins passée par la mer, cette marchandise. Il y a les câbles sous-marins, Mais j'y il y a les arrivé. gazoducs. Vous me devancez. Et donc tout ça, ça passe par la mer. Et donc il faut protéger ces infrastructures. Alors jusqu'à présent, on pensait que Alors justement, c'était tellement vaste qu'on donc il y n'avait pas a besoin. des marchandises, donc avec 90% des échanges qui passent par la mer, au moins des marchandises qui voyagent sur des porte-conteneurs. Sur un porte-conteneur, on peut mettre jusqu'à 25 000 conteneurs, c'est énorme. Et on a aussi du trafic Internet, on a des télécoms, avec 99% du trafic Internet mondial qui transite par 486 câbles sous-marins. Ça fait, si on les met bout à bout, 1,3 million de kilomètres, c'est 33 fois le tour de la Terre. Ils sont quand même vulnérables, ces câbles, en fait. Et c'est exactement, oui, c'est vrai. En fait, ce qui est Comment intéressant, on protège un câble sous-marin? alors aujourd'hui, on protège pas trop. Non, en fait, jusqu'à présent, on pensait que les mers, et je crois que c'est aussi tout un imaginaire qu'il faut, je sais pas s'il faut le déconstruire ou comment il faut, ça c'est toute une question, mais il y a ce côté tellement vaste. Le Pacifique, je crois que c'est la moitié de la planète, la surface du Pacifique. C'est tellement vaste qu'on s'y sent à l'échelle individuelle perdu. Et donc, on a l'impression qu'on n'a pas, d'une part, qu'on n'a pas d'impact, ce qui est loin d'être le cas, et d'autre part, que rien ne pourra être retrouvé. Donc, jusqu'à assez récemment, c'était une pratique assez courante de jeter les déchets par-dessus bord. Parce que finalement, Noyé dans la masse, dans bah, l'infini. voilà, océan, un petit sac poubelle par-ci, un petit sac poubelle par-là, ça allait Mm. pas avoir d'effet. Non, en fait, il s'avère que, comme on fait tous ça, et qu'on est de plus en plus nombreux, à la fin, ça fait beaucoup de sacs poubelles. C'est pareil pour les câbles sous-marins. On pensait qu'en fait, et on pense toujours, mais c'était le cas pour le gazoduc, c'est tellement profond, ou alors c'est tellement grand, qu'avant qu'ils trouvent, s'il y a des adversaires, on a le temps de protéger. Ce qui se passe, c'est que déjà, l'attaque sur le gazoduc, elle a eu un premier effet, c'est de révéler que ça pouvait être fait. Et la deuxième chose, c'est que elle n'a pas eu lieu près d'une connexion à terre. Parce que souvent, c'est là qu'on protège, pour répondre à votre question. Dans la Très souvent, station on se dit, finalement, entre les deux, ils vont pas trouver. Par contre, là où ça rejoint la Terre, déjà, d'une part, c'est cartographié. Et d'autre part, c'est beaucoup plus facile. c'est Voilà. accessible. C'est accessible. Les fonds, on peut y intervenir, etc. Donc, pour les câbles sous-marins, c'est plutôt là qu'on protège. Et pour essayer de ramener un peu de biodiversité là-dedans, c'est un des enjeux de la décennie là, devant nous pour l'océan, c'est la coexistence des usages. Parce que avant l'océan, il y avait des frontières. On ne pouvait pas aller très loin. Donc la haute mer, il n'y avait pas besoin tellement de la réguler parce qu'on ne pouvait pas y aller, on ne pouvait pas aller pêcher. Ensuite, c'est devenu trop cher. Mais qu'est-ce qu'ont fait les États, dont les nôtres, hein, ils se sont dit, ah bah c'est trop cher, mais on veut y aller avant que d'autres y aillent. Donc il y a eu des subventions. Donc il y a des subventions en ce moment à la pêche pour rendre rentable une activité économique qui ne le serait pas sans ces subventions. Et donc il n'y aurait pas d'exploitation d'une partie. C'est plus de la moitié de la pêche en haute mer qui ne serait pas rentable sans les subventions. Donc maintenant, on peut aller très très loin. Et on va de plus en plus profond. Avec des sous-marins, on met des câbles, etc. On va mettre bientôt plein de fermes éoliennes offshore pour créer de l'énergie verte ou bleue. Et donc l'enjeu, c'est vraiment la coexistence de ces usages et de faire qu'ils puissent... parce que jusqu'à maintenant, il y a ce qu'on appelle le Marine Spatial Planning, donc la planification maritime. Et
qui allouent des espaces. Alors là, c'est pour la pêche, là, c'est pour la protection de la biodiversité, et en général, c'est le parent pauvre de ces négociations. Là, c'est pour la production d'énergie, parce que bien sûr, on ne va pas aller pêcher parce qu'il y a des câbles. Là, c'est pour autre chose. Mais c'est une pratique qui vient de la Terre, où c'est uniquement en 2 dimensions. Et on avait oublié la 3e dimension. Ce qu'il faut commencer à faire maintenant, c'est de la coexistence verticale de ces usages. Sinon, il n'y aura plus de biodiversité bientôt et on sera artificialisé partout. Et il faut savoir que l'océan, c'est un des rares endroits où il y a encore des petites poches sauvages sur la planète. Et donc, tout l'enjeu, avec une croissance effrénée des activités en mer, il n'y a vraiment plus d'endroit de l'océan qui n'est pas impacté. Il faut trouver des façons de faire de la coexistence et d'avoir des pratiques qui soient durables. C'est essentiel. On parle de surpêche, d'océan qui se vide. Est-ce qu'il est trop tard? On en est où? Alors, trop tard, c'est compliqué. Il est pas trop tard. Jamais trop tard, certainement. Il est jamais trop tard pour la transformation. Mais c'est urgent de le faire. Mais il y a des choses qui sont perdues pour toujours. Ça, oui. Il y a des choses qu'on va jamais récupérer. Par exemple. Il y a des espèces qui sont disparues ou des espèces qui vivent que dans des poches où on sait très bien que leur aire de répartition sera jamais comme avant. Une partie des coraux tels qu'ils existent aujourd'hui sera perdue pour toujours à cause du réchauffement des eaux, par exemple. Mais il n'est pas trop tard pour prendre maintenant les bonnes décisions. Et une partie des bonnes décisions, c'est enfin comprendre qu'il faut avoir des pratiques durables. Et une chose que je dis souvent, mais c'est que le compromis, il est vraiment pas entre la conservation et la protection de la biodiversité et le développement économique. Parce que sur le moyen terme et le long terme, protéger la biodiversité, à part le trafic maritime, toutes les activités en mer dépendent d'un écosystème en bonne santé. La pêche, ça dépend de sa productivité. Le tourisme, ça dépend de ce qu'on va voir dans l'océan. Toutes les activités littorales dépendent qu'il n'y ait pas plus de cyclones, de la montée des eaux, de l'érosion côtière. Et donc, il faut des habitats marins en bonne santé, etc. Donc, tout dépend de la biodiversité. Et en fait, protéger et garder des zones intactes, c'est permettre de subvenir à nos besoins économiques, à nos activités sur le long terme. Et c'est vrai que avoir des zones où maintenant on dit ici on va plus pêcher, à l'immédiat, au temps zéro, il y a un coût plus grand que les bénéfices, par exemple pour la pêche. Mais comme il y a par exemple des subventions, ce qu'on appelle des subventions néfastes, les subventions pour aller pêcher en haute mer, il y a de l'argent qu'on pourrait réutiliser, des subventions pour les pêcheurs où on va faire des aires marines protégées, où on leur dit, pendant que l'aire marine protégée va t'enlever une zone de pêche et il ne va pas y avoir ce qu'on appelle des effets de débordement qui viennent au bout de 5, 7, 8 ans selon les espèces, selon les écosystèmes, selon les habitats. Effet de débordement, effet de débordement, c'est donc en fait quand on va créer une aire marine protégée, si on la protège vraiment bien et qu'il n'y a plus d'activité extractive dans cette zone, les écosystèmes vont un peu se régénérer. Il va y avoir par exemple plus de poissons, ils vont être plus gros. Donc d'abord, il va y avoir ce qu'on appelle des effets écologiques à l'intérieur de l'aire marine protégée. Ça prend relativement peu de temps, environ 3 à 5 ans. Et ensuite, quand ces poissons vont être plus gros, plus nombreux, ils vont avoir besoin de plus d'espace pour vivre et pour se nourrir, se reproduire, et ils vont sortir de l'aire marine protégée, et donc ils vont pouvoir être pêchés. Et en plus des poissons plus gros, les poissons, contrairement à la plupart des autres espèces animales, ont ça de particulier qu'elles ne cessent jamais de grandir. Alors il y a un peu comme un effet plateau, ça se tasse, mais si on les pêche pas, elles grandissent de plus en plus. Elles se régulent pas. Non, et plus les poissons sont grands, plus ils produisent un nombre important d'œufs. Ça c'est très important, de gamètes. Et donc, c'est très important parce que moins on les pêche, plus ils sont gros, plus ils vont pouvoir repeupler aussi, par la reproduction, les zones avoisinantes pour la pêche. Et donc, tous les modèles montrent, et l'expérience montre dans les quelques aires marines protégées qu'on a qui sont réellement protégées, qu'il y a des bénéfices pour la pêche. Et donc, il faut juste, à un moment donné, accepter de plus pêcher à un endroit. Donc oui, c'est extrêmement compliqué pour certains pêcheurs, en particulier ceux dont on parlait tout à l'heure, les petits pêcheurs artisanaux qui sont très peu mobiles, etc. Et donc là, il faut tout à fait les aider, il faut de l'accompagnement, et on subventionne la pêche néfaste, pourquoi pas le faire pour de la pêche vertueuse et de la transformation vers plus de durabilité. Il y a Dadou qui dit que ça pose pas des problèmes techniques de pêcher des poissons plus gros. Je pense pas. Bon. Une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les pêcheurs. C'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est même plus facile de pêcher des poissons gros que des poissons petits. Et c'est ça qu'il faudrait faire, c'est vraiment avoir des filets qui pêchent des poissons moins petits et uniquement des poissons d'un peu plus grande taille pour laisser les stocks se renouveler et les écosystèmes. Julien ?
La bonne nouvelle aussi, parce que votre question portait sur est-ce que c'est trop tard? La bonne nouvelle, c'est que contrairement aux écosystèmes terrestres, on n'a quand même pas totalement tout désensauvagé déjà et tout détruit. Donc on est en fait à la conjonction de 3 événements qui sont quand même des bonnes nouvelles. D'une part, voilà, il reste des endroits, il reste des espèces, il reste des écosystèmes qu'on n'a pas encore touchés et surtout, il reste des écosystèmes qui peuvent se renouveler, se régénérer si on arrête d'y toucher. D'autre part, il y a un cadre international qui s'empare du sujet, donc c'est ce dont on parlait au tout début, c'est-à-dire qu'il y a une conférence qui va avoir lieu bientôt, il y a un traité qui a été signé, qui a été adopté, qui va être signé, qui mènera à des COP, c'est inclus dans les COP biodiversité, climat, etc. Donc il y a des outils internationaux. Le petit souci, c'est que ces outils, bon, ils sont fragmentés, que le secteur privé n'a pas forcément intérêt à ce qu'on le change. Mais la Intérêt à troisième... court terme. Oui, À long mais oui, terme, il a mais- tout à fait intérêt à ce qu'on le change. mais pour l'instant, en tout cas, les messages qui sont envoyés de la part du secteur privé, c'est pas vraiment qu'il faut arrêter d'exploiter. Et la troisième bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience des citoyens et des ONG et que les citoyens et les ONG peuvent mettre la pression sur les gouvernements qui sont au niveau des instances internationales, des négociations internationales, etc., lesquels peuvent réguler les usages qui sont faits d'espaces qui sont encore parfois sauvages, parfois renouvelables, enfin qui peuvent se renouveler, etc. Donc, si le premier levier s'active pour mettre la pression sur le deuxième, qui met la pression sur le troisième, il n'est pas du tout trop tard. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que quand on travaille sur le climat, il y a rarement des bonnes nouvelles. Et d'un point de vue terrestre, par exemple, il y a plein d'endroits où on ne peut pas dire que ce soit, d'un point de vue continental, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut dire que ce soit possible à ce point-là. Il y a d'une part une dynamique internationale, donc on en parle beaucoup. D'autre part, les gens, ça y est, sont au courant, ils s'y intéressent et ils peuvent mettre la pression. Et troisièmement, en fait, on peut le faire. Il y a encore des endroits qui sont et des écosystèmes qui pourront se régénérer et donc il faut y aller, quoi. Je Pardon, rejoins. il y a Shadow qui nous dit, salut Shadow, qui nous dit c'est un problème d'envie. Macron n'a pas envie de toucher à l'économie et donc il ne touchera pas à la pêche. Bon, c'est un peu plus compliqué en réalité. Hein. À peine. À peine. Mais justement, vous qui le merci dites. Jeannot, parce que ça rejoint vraiment ce que je voulais dire pour compléter Julia, qui a entièrement raison, qu'il y a plein de progrès On internationaux. est trop gentil avec les industriels de la mer, complète-t-il. On Et- se fait bouffer. Oui, mais qu'on a besoin d'accords internationaux pour l'océan, mais il y a aussi, c'est pas à la place d'eux, mais il y a aussi, en plus, plein de choses qu'on peut faire au niveau national. Donc il n'y a pas besoin d'accords internationaux. Par exemple, on parlait d'aires marines protégées. La France se targue d'en avoir 30%. Mais alors, Oui. permettez-moi, la Méditerranée, au moins sur nos côtes françaises, c'est une aire marine protégée. La Méditerranée est polluée. Alors, la Méditerranée, c'est une des mers les plus polluées du monde et c'est une des mers les plus surexploitées par la pêche du monde parce que c'est une des plus mal gérées. Et donc, pour parler encore une fois des aires marines protégées de la Méditerranée, la France, dans la Méditerranée française, la France, aux instances internationales, dit que 60% de la Méditerranée française est recouvert par une aire marine protégée. 60%. Et quand on regarde ce qu'on appelle, nous, les niveaux de protection des aires marines protégées, on se rend compte que les niveaux de protection intégrale, c'est-à-dire où il n'y a pas d'extraction, et le niveau de protection eau, où il peut y avoir de l'extraction, mais uniquement fait de manière durable, Extraction, c'est de la pêche. la pêche ou extraction de sable, ou extraction de minerais, etc., c'est 0,1%. Donc on passe de 60% à 0,1% de ce qui est fait, qui peut vraiment marcher pour la biodiversité. Donc avant d'essayer de sauver la planète dans des conférences internationales, c'est très bien de le faire, il faut le faire, mais il faut aussi remonter un peu nos ambitions au niveau national, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire localement sans avoir besoin des autres, sans se mettre d'accord avec les autres, et on peut le faire. Donc par exemple, en France, vouloir maintenir des pratiques de chalutage à l'intérieur des aires marines protégées, ça n'a pas de sens. Pour toutes les instances internationales et tous les scientifiques, donc le chalutage, c'est quand on traîne un filet avec des poids sur le fond de la mer pour racler les fonds, donc ça détruit des habitats et ça prélève tout sans distinction d'espèces. Donc il y a énormément de déchets. C'est des pratiques qui sont pas du tout vertueuses, qui sont pas durables en elles-mêmes, et la France les autorise
dans les aires marines protégées. Donc elles n'ont de protégé que le nom. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire nationalement avant d'attendre les autres. Quand la France aussi s'oppose aux propositions de quotas des scientifiques à la commission des pêches à la Commission européenne. Donc on peut vouloir sauver la planète, mais c'est très bien aussi de commencer devant chez soi. Alors, il nous reste quelques minutes avant qu'on termine, parce que l'heure tourne. On a simplement effleuré le sujet. L'océan absorbe énormément de CO2. Est-ce qu'il peut le faire de manière infinie? Pas vraiment. Non, justement, pas du tout. Je voulais finir d'une manière positive. Ouais, mais... mais vous aurez le dernier mot, et vous aurez le dernier mot, Julien. Non, il peut pas. Ce sera positif. Il peut pas le faire de manière infinie. Et en plus, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il peut le faire que quand les écosystèmes sont en bonne santé, parce que c'est grâce à la biodiversité. On parle de pompe biologique. C'était la fameuse campagne apéro là dont on parlait tout à l'heure. C'est grâce aux organismes vivants qu'il y a cette pompe à carbone. Donc, si on surpêche, si on détruit les habitats, si on abîme trop la biodiversité, on pourra plus. L'océan ne pourra plus absorber le CO2 et la machine climatique va s'emballer complètement. Il y a un problème d'acidification des océans, il en me plus, semble. Il y a en plus, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est lié au CO2. Qui est lié au CO2. Il y en a de plus en plus qui vient dans l'océan parce qu'il y a un phénomène de diffusion, dissolution, etc. C'est un peu compliqué, mais il y a de plus en plus de CO2 et donc les océans s'acidifient. Donc les organismes qui ont besoin de faire de la calcification, comme par exemple les mollusques qui ont des coquilles ou les coraux qui ont un squelette calcaire. Les coraux, c'est des polypes, c'est un peu comme des petites méduses qui construisent un squelette calcaire autour de ces polypes. Ils ont plus de mal à le faire et ça les rend fragiles et ils sont encore plus exposés à toutes les manifestations du changement climatique et des impacts humains. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est lié dans la nature et dans l'océan en particulier et qu'il y a des effets d'emballement. Et donc, on est en train de fragiliser à tous les niveaux l'écosystème et il peut y avoir ce qu'on appelle des tipping points en anglais, des changements de régime et où il peut y avoir un basculement d'un coup. Il y a Marité qui dit si on stoppe la production de CO2, il faut 1000 ans pour que les océans reviennent à la normale. Oui, alors il n'y a pas vraiment de normal, mais en fait c'est qu'il y a... Non, mais ce qu'il y a derrière, et la raison cet internaute, c'est qu'il y a un effet d'inertie considérable dans l'océan. Et comme Julia parlait tout à l'heure des courants marins qui mettent des milliers d'années, une goutte, pour faire le tour comme ça, il y a un mouvement d'inertie. Et donc en fait, si on arrête maintenant d'impacter l'océan, ça mettra énormément de temps à sa récupération. Vous vouliez le dernier mot positif, Julia, je vous le laisse. Et vous pouvez le déployer en long. C'est un peu compliqué là, après toutes ces nouvelles-là. Non, mais donc, d'une part, le premier mot positif, c'est de dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions qui sont autour de l'océan et c'est pour une bonne raison. Encore une fois, c'est parce qu'on peut encore agir, donc n'hésitez pas à aller voir les discussions en cours et à vous mobiliser sur la question. L'autre point très positif qu'il a et très personnel, c'est qu'il y a énormément de choses à découvrir sur l'océan. Donc on parlait tout à l'heure des espèces et là aussi, allez vous faire plaisir, regardez. Moi, je n'osais pas le dire tout à l'heure, mais je pense que ce sont des Pokémon. Il y a un niveau où ce sont des Pokémon. Certaines espèces du fond des mers, il y a des poissons qui ne tiennent, il y a qui ne sont... comment dire, qui ne tiennent que parce qu'il y a de la pression autour. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment... un auteur de science-fiction n'aurait pas pu imaginer ça. Et l'autre chose hyper positive, c'est qu'il y a encore plein de choses à découvrir sur plein d'autres thèmes. Donc là, on parlait de l'absorption du dioxyde de carbone par l'océan, des courants marins, etc. Là aussi, la recherche est en cours. C'est-à-dire qu'on est encore en train de découvrir l'impact du changement climatique sur ce tapis roulant géant qui redistribue la planète, la chaleur autour de la planète. On découvre ce qui se passe sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Enfin, il y a plein de choses qu'on est en train de découvrir. Et on découvre ça aussi d'un point de vue sciences humaines et sociales. Et on découvre les liens historiques entre certaines populations et l'océan, comment certaines populations sont devenues presque des mériens davantage que des terriens. Donc ça, c'est des choses très positives qui ressortent. Mais effectivement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'océan, c'est à la fois l'endroit où le changement climatique, la destruction de la biodiversité, etc., se cristallise. Il y a plein de choses qui sont en cours et on ne les voit pas. Parce qu'en fait, comme on est des humains bipèdes terriens, on n'a pas très envie ou on n'a pas l'habitude d'aller loin en mer. Il y a assez peu de gens qui le font. Et d'autre part, en termes géopolitiques, c'est aussi là qu'on peut agir parce que c'est pas encore là. Enfin, c'est encore un endroit où il peut y avoir des compromis et
mais des guerres peuvent se déclencher, mais elles peuvent aussi être évitées. Et donc, d'un point de vue géopolitique, c'est aussi un endroit qui est hyper intéressant à étudier parce que c'est des rapports à la mer différents, c'est des visions maritimes différentes, c'est des cultures différentes. Et la France a quelque chose de très riche là-dessus. On a des territoires qui sont historiquement liés à la mer, on a des îles un peu partout autour du monde, et ça, c'est une richesse incroyable. Donc, d'un point de vue positif, pour terminer positivement, il y a vraiment tout pour s'émerveiller. Simplement, il faut s'y intéresser. Mais après, le souci, c'est qu'une fois qu'on s'y intéresse, on s'en lasse pas et qu'on reste dans ce domaine-là. Merci Julia, merci Joachim, merci de nous avoir fait l'amitié de vous transporter jusqu'ici au 3e étage de la Maison de la Radio. Merci aussi à Joey à la programmation, merci à Cyril qui est à ma droite à la régie, merci à vous bien sûr dans le chat, merci pour vos questions, vos humeurs, vos bienveillances. On n'a pas pu tout relayer. Anti-médiatique, vous avez beaucoup parlé, je ne vous ai pas beaucoup relayé. La prochaine fois, c'est promis, je vous fais parler davantage. Merci Horacio pour vos questions. Pour ceux qui veulent revoir l'émission, vous la trouverez en replay dans un instant sur Twitch. Elle est aussi dispo sur YouTube, sur la chaîne de France Info. La chaîne de France Info, c'est la chaîne de France Info sur YouTube, mais c'est aussi disponible sur la plateforme de Radio France et sur le site de France Info. France Info, c'est francetvinfo.fr. Pour ceux qui veulent la réécouter, vous la trouverez là, sur le site de France Info, francetvinfo.fr. Lundi, on va parler du plastique, de ce plastique qui étouffe les hommes et les animaux, du plastique dont on a du mal à se passer, mais qui devient dangereux pour notre survie. Ce sera avec moi, même endroit, même heure, 18h, 19h sur Twitch. Pas vraiment de bonne heure donc, mais bien sûr de bonne humeur. À lundi donc, et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Salut à tous!